Et on va revenir sur notre application. Donc j'ai trouvé d'où venait le problème. Hop. Donc si je reviens sur mon unité qui est ici, le problème venait du texte qui était là, qui tout simplement était écrit comme ça, avec un T minuscule. J'ai pensé que j'avais tout vérifié. Alors attention, même si Delphi en fait n'est pas case sensitive, on fait appel là à des fonctions, il y a des objets Java, et donc là par contre on va être case sensitive. Donc faites attention à ça. Si on remet comme c'était, donc le make text ici, que j'essaye de réexécuter, je vais en mettre VNC. Ok. Et si je clique, donc on avait bien l'erreur avec l'application qui s'était arrêtée. Donc je vais juste remodifier ici et mettre un T majuscule. Alors pour savoir la case, c'est pas très dur en fait, hein, il suffit de se baser, c'est moi qui n'ai pas fait attention tout à l'heure. Quand j'avais en vérifié quand je suis passé, mais j'ai pas fait attention à celui-là. Pardon. On voit bien ici que le make text, hein, le T est bien majuscule. Donc il suffit de copier en fait ce qu'on a dans la doc développeur Android. Ok. Je ne mets pas 26, vous n'allez pas voir grand chose. Ok. Ok, donc si je fais un long toast, j'ai bien voilà mon message qui s'affiche ici. La durée est un peu plus longue que si je fais un short toast. D'accord, ça va disparaître plus rapidement, alors que si je fais un long toast, ça va rester un peu plus longtemps. Il n'y a pas une grande différence entre les deux, hein, mais bon, en tout cas, les deux sont possibles avec le long et le short. Donc on voit qu'on arrive à avoir donc le genre de message. Hein, il y avait une question du coup tout à l'heure hein, pour avoir ce genre de message. Donc ben, ça va se faire directement. Là on est dans le cas où contrairement au vibreur, on n'a pas les classes qui ont été implémentées. Donc c'est à nous d'implémenter les classes et de faire le lien avec les classes Java. Mais on l'a vu, il n'y a rien de très compliqué. À partir du moment où on se base sur ce qui est déjà existant sur les autres classes, on arrive assez facilement à créer son unité avec ses classes directement. D'accord. Et puis bon, là j'ai rajouté ma procédure toast pour pouvoir directement y avoir accès. Après, ce qui me permet de faire juste le toast avec mon texte et puis le type de durée que je veux avoir, long ou short. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous demander d'apprendre tout ça par cœur et je vais vous donner un lien, parce que Brian Long avait parlé de ça lors de ses sessions CodeRage, entre autres, il avait parlé d'autres choses. Hop, si vous allez sur ce lien et que vous allez, vous descendez, alors il y a la vidéo en plus si vous voulez, en anglais bien entendu. Vous avez ici, non ça c'est pour iOS. J'ai expliqué des choses pour iOS, donc vous pouvez récupérer en même temps les sources pour iOS. Et ici vous avez voilà, Android API,
Et vous avez un lien ici. Je vais vous l'envoyer. Qui vous permet de récupérer les sources. Alors, il n'y a pas que les toasts. Hein. Il y a plein d'autres choses. N'hésitez pas à aller voir. Je vais vous mettre celui pour iOS en même temps. De toute manière, je vous ai mis le lien vers la page, donc n'hésitez pas à aller voir. Et vous retrouverez le code source, vous retrouverez ce code source-là avec les toasts, donc si vous évitera de devoir le taper vous-même. Mais ça peut être un bon exercice aussi, le taper soi-même. Ne serait-ce que pour voir comment c'est fait et bien comprendre. Donc du coup, je réponds à une autre question qu'il y avait eu tout à l'heure, savoir que tout n'était peut-être pas implémenté de base. Ben, ce qui n'est pas implémenté, en fait, vous voyez, vous avez facilement possibilité de l'implémenter. Et la manière de faire est toujours la même. Après, il faut juste retrouver les correspondances dans les types et tout ça, mais c'est pas très très compliqué, on arrive assez facilement à trouver. Sachant que tous les types de base ont été, vous les trouvez, il n'y a pas de souci. Ok. Donc on voit comment on a réussi à faire une application mobile qui affiche des toasts, des petits messages comme ça d'informations. Régulièrement, ça se fait dans les applications Android. Encore une fois, ça c'est quelque chose qui est vraiment spécifique à Android. On n'a pas ce genre de choses sur iOS. Je vais juste revenir sur la première démo, puisque quelqu'un tout à l'heure a posé la question de comment je peux savoir si le téléphone possède un vibreur. D'accord, on a vu la notion de permission, mais ça c'est autre chose, savoir si la permission au niveau de l'application est bien implémentée. En fait, tout simplement, j'étais parti sur les services, mais c'était encore plus simple que ça. Puisqu'on a vu qu'on avait l'objet vibrator qui est du type JVibrator, on appelle sa fonction vibrate en lui passant un nombre de millisecondes. En fait, tout simplement, cet objet vibrator a également une fonction qui s'appelle asVibrator. D'accord, donc le asVibrator nous renvoie un true ou un false en fonction de si le téléphone supporte ou pas le vibreur. Voilà. C'est très simple, il y a juste besoin de tester ça. On aurait pu ici, si on avait voulu avoir un code propre, faire qui fonctionne avec tous les téléphones. Et tous les... Hop, c'est pas ça. If vibrator. Ouais. Pardon. Si je fais ça avant d'avoir instancié l'objet, ça va pas trop le faire. Point as vibrator. Then dans ce cas-là, on fait notre vibrate. Et sinon, on peut faire un show message. Pas de vibreur sur ce périphérique. Ok, donc voilà, tout simplement avec le as vibrator, je vais pouvoir savoir. Alors, malheureusement, je ne peux pas le tester parce que les deux téléphones Android que j'ai ont tous les deux un vibreur. Donc de toute manière, je ne passerai jamais dans l'autre cas. Mais ça serait cette manière de faire pour pouvoir vérifier. Ok. Alors, pardon. On va passer à une autre chose. Et ce qui peut être intéressant quand on va faire du développement mobile, c'est d'accéder à des bases de données, d'accord, et d'avoir une base de données en local sur le téléphone. Je ne parle pas d'une base de données distante par le biais d'un serveur DataSnap, par exemple, mais d'avoir une base de données en local. Donc là, il va y avoir deux possibilités. Hein, vous allez avoir deux options possibles. La première, ça va être SQLite, en termes de base de données, ou la deuxième, ça va être Interbase. Sachant que sur Interbase,
Pardon, je n'ai pas pris le bon. Hop. Donc pour Interbase, j'envoie ça à tout le monde, sachant qu'on l'avait dit le premier jour, il y a différentes versions qui existent. On va avoir une version eBay Lite, qui ne fonctionne donc que sur Android et iOS, qui est une version gratuite, d'accord, donc il peut être embarqué sur un téléphone, que ce soit sur Android, un téléphone ou une tablette, hein, j'ai tendance à dire téléphone à chaque fois, mais on est d'accord que c'est la même chose pour les tablettes, qui va pouvoir être embarqué, qui est gratuite, qui est une version gratuite d'Interbase, qui a par contre certaines limitations. On est limité dans le nombre de cœurs qui seront pris en compte, nombre d'utilisateurs, et la taille maximum de la base de données qui est de 100 mégas, sachant qu'on a déjà largement de quoi faire. On parle bien de base de données embarquées, donc on évite en général d'avoir des bases de données trop grosses dans ce cas-là, d'accord. Au pire des cas, si vous vouliez avoir quelque chose de plus gros, ou avec plus de cœurs, plus d'utilisateurs, vous avez possibilité d'avoir une version Interbase to go qui est payante. Par contre, celle-là, qui va pouvoir avoir jusqu'à 4 cœurs, 2 utilisateurs simultanés, max, nombre de connexions par utilisateur 4. Possibilité également d'encrypter la base de données, donc qui peut être intéressant en termes de sécurité. Et par contre, illimité au niveau de la taille de la base de données. D'accord. Le vrai gros plus également, hein, c'est vraiment ça, le fait de pouvoir crypter la base de données, ce qui du coup, en termes de sécurité, devient plus intéressant. Ok, donc deux possibilités pour avoir une base de données embarquée, SQLite et Interbase. Aujourd'hui, on va parler de SQLite, on va voir comment ça se passe avec SQLite. Pardon. Et dans les prochains épisodes, il y aura une session qui sera faite avec Interbase. Ok. Donc on va faire une nouvelle application mobile. Je vais aller enregistrer ça. Ok, et on l'a dit, donc ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir une base de données. Donc pour ça, il va falloir que je crée ma base de données. On va se concentrer sur SQLite, on l'a dit dans un premier temps. Donc il va falloir que je me crée une base, d'accord, pour pouvoir l'utiliser. Alors il y aurait une solution qui serait de créer dynamiquement la base de données, hein, ça serait une possibilité. Mais nous, on va partir du principe, ça nous permettra de voir pas mal de choses, partir du principe que on veut avoir notre base et on veut la déployer avec notre application. Donc on a dit qu'on allait partir sur SQLite, donc pour ça je vais avoir besoin de créer ma base SQLite. Donc il se peut que, et c'est mon cas en l'occurrence, que je n'ai pas de gestionnaire de base de données SQLite ou ce genre de choses. Alors c'est pas grave, tout simplement parce qu'ici, dans Delphi, on se rappelle que j'ai un explorateur de données, d'accord, qui supporte tous ces types de drivers, dont bien entendu le driver SQLite. Donc je vais pouvoir créer une nouvelle connexion ici. Donc je clique avec le bouton droit sur SQLite, je vais faire ajouter une nouvelle connexion. Et je vais lui dire qu'elle s'appelle le dev du jeudi, épisode 3. Ok. Je vais mettre le chemin vers ma base de données, d'accord. Donc on va aller enregistrer ça. On va mettre ça là, hop. Ok, et on va l'appeler test.s3db. Pas de user, pas de password, d'accord.
On est d'accord que si je fais ça et que j'essaye de tester la connexion, forcément, je vais avoir impossible d'ouvrir la base de données, tout simplement parce que ma base de données, elle n'existe pas, d'accord? Donc, je n'ai pas résolu le fait de l'avoir créée. Mais en fait, si je regarde dans Avancé ici, j'ai différentes options, dont l'option Fail if missing, d'accord, qui est à true, donc ça dit bien ce que ça veut dire. Si le fichier est manquant, si la base est manquante, dans ce cas-là, il se mettra en erreur, d'accord, il n'arrivera pas à se connecter. Et si je mets ça à false, ça va me permettre ici de faire tester la connexion. Automatiquement, je passe en test de la connexion réussi. Et si je regarde mon répertoire, automatiquement, j'ai bien ma base de données qui a été créée. D'accord? Donc, même si vous n'avez pas un outil d'administration de base de données SQLite, vous allez pouvoir, grâce à l'explorateur de données, créer votre base de données SQLite. Donc là, on est d'accord qu'on a créé une base, hein, on le voit, elle est à 0, hein, 0K, qui est complètement vide. D'accord? Si je regarde ici, on voit bien que bien entendu, j'ai aucune table, j'ai aucune vue et tout ça. Mais en cliquant avec le bouton droit sur table, je vais pouvoir faire nouvelle table. D'accord. Donc ici, je vais définir tout simplement mes champs. On va se mettre un champ ID, par exemple, en integer. OK. Alors, ajouter un champ. Hop, ajouter un champ. On va se mettre un champ texte de type string. Texte, pardon. Lui mettre 50. Ok, puis c'est bon, pour l'instant on n'a pas besoin forcément d'autre chose. On va faire enregistrer la table, et dans le nom de la table, on va lui mettre, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre, une table nom, voilà. Ok, fermer ça. J'ai donc bien ici ma base de données, et au niveau des tables, voilà, j'ai bien ma table nom, avec son champ ID et son champ texte. D'accord? On voit bien au niveau de mon fichier ici qu'au niveau de la taille, ça a augmenté. Donc j'ai bien pu créer mes données dans ma base. Enfin, mes données, la structure de mes tables. En l'occurrence, si j'en ai qu'une, mais je peux en avoir plusieurs. Alors, on est d'accord que si vous avez votre propre outil de base de données pour SQLite, il n'y a aucun problème. Hein, vous pouvez l'utiliser sans souci. Et ça vous permettrait déjà directement d'avoir accès à votre base de données. De pouvoir créer en tout cas votre base de données. Si on veut pouvoir créer des données ensuite, il va falloir tout simplement que je clique avec le bouton droit sur le nom de ma table, je fasse voir. Et ici, j'ai bien accès à mes données, d'accord. Donc, on va mettre des données. Voilà. Hop. Voilà. OK. En bas, j'ai bien validé mes modifications et appliqué les mises à jour, que j'oublie pas, d'accord. Voilà. Et j'ai bien mes données qui sont enregistrées dans ma table. Si je reclique ici, que je fais voir, j'ai bien mes données qui sont disponibles. Ok, donc ça c'est très bien, j'ai pu créer ma base de données. D'accord, donc ma base de données, elle est disponible ici directement. D'accord, je l'ai là. Moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de pouvoir y accéder, de pouvoir visualiser mes données directement sur mon téléphone, quoi, dans mon application. Donc pour ça, on pourrait utiliser Xbox, par exemple. Ok, Xbox. On
on va la mettre en mail client. On va mettre une toolbar. Tiens, on va en profiter pour montrer d'autres choses aussi après. Ok. Donc, il va falloir que j'accède à ma base de données, d'accord? Pour ça, on se rappelle qu'on a les composants FireDAC qui vont me permettre, par exemple, d'accéder à ma base de données. Si je prends un composant FireDAC, d'accord, donc je prends un composant FD connexion, c'est avec lui que je vais définir la connexion à la base de données. Si je clique avec le bouton droit, éditeur de connexion, ici j'ai SQLite, d'accord, et ici je vais pouvoir aller chercher ma base qui est ici S3DB. Il n'y a pas de username, on va tester. Ok, je me suis bien connecté. Je vais enlever le login prompt, d'accord, et si je mets connecté là true, d'accord, je suis connecté. Ensuite, je pourrais prendre un FD query, un FD table, d'accord, tout dépend de ce que je veux faire. On va prendre un composant FD table ici. Il est connecté via sa propriété connexion à mon composant FD connexion et il a une propriété table name. Si je regarde dans la liste, je retrouve bien ma table nom. D'accord. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, donc si je fais ici, je peux faire activité égale à true, je suis bien connecté pardon, à ma table. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir afficher tout ça dans ma listbox. Donc pour ça, je vais cliquer avec le, cliquer avec le bouton droit. Je vais faire lier visuellement, d'accord. Alors pareil, je peux aller ici, dans voir, concepteur LiveManix, c'est la même chose. Lier visuellement. Ici, j'ai ma toolbar, on s'en fiche, mon composant FD table, ma listbox. Le étoile de mon FD table, on va le mettre sur 5 pour qu'il synchronise le nombre d'enregistrements, d'accord. Et dans item.text, je vais tout simplement lui mettre texte. On voit bien ici, dans ce cas-là, je vais juste changer, hop, une propriété item 8, je vais mettre à 50 par exemple, et on voit bien ici donc que j'ai accès à mes deux enregistrements. D'accord, donc si je m'amuse déjà à exécuter ici, on avait dit qu'on a possibilité, les applications mobiles, de les exécuter en mode Windows, d'accord, ne serait-ce que pour tester les fonctionnalités. Si je m'amuse à tester ici mon application, c'est le téléphone, on reviendra après là-dessus. Ok, alors oui. Déjà, alors c'est ce qui est bien avec FireDAC, c'est que même quand on oublie de faire des choses, les messages sont relativement clairs, d'accord. Il précise bien to register et you can drop component TFD fees SQLite driver, d'accord, to your project. Simplement parce que j'ai oublié le composant FireDAC pour le driver SQLite. Il est ici, téléfis SQLite, et il va également falloir que je rajoute en même temps le GUIX Wait Cursor. Voilà. Je fais bien attention, le GUIX Wait Cursor, il a une propriété provider, je mets bien FMX. Attention à ça, parce que si jamais en fait je fais ici par défaut c'est fort. Alors des fois il le fait automatiquement, des fois il le fait pas, ça dépend. Si je m'amuse à faire enregistrer ici, ce qui va se passer, c'est qu'il m'aura rajouté ici dans les uses les unités
il a bien fait. Oui, il l'a basculé en FMX, d'accord, c'est bon. Si j'avais mis form, c'est en fait, hein, il m'aurait pas mis les bonnes unités dans les uses. Ok, donc ça c'est bon. Si je réexécute, ok, j'ai bien mon application et j'ai bien accès à mes données. D'accord. Maintenant, si je m'amuse à hop, passer sur mon téléphone, ok, c'est pas ça qu'il faut lui faire, hop, le viewer, et que je m'amuse à exécuter ça sur mon téléphone. Ok, il est en train de compiler, il va installer mon application. Alors, en l'occurrence, il a lancé, mais il a arrêté tout de suite. Si je reviens ici, on est à démo 3. Je lance mon application. On voit bien qu'il la lance, mais qu'il ne se passe rien. Ce qui paraît logique, en fait, tout simplement, parce qu'ici, j'ai une base de données, d'accord, avec un paramètre database, ici, qui précise un chemin sur Windows, d'accord. Donc forcément, ça fonctionnait quand j'étais sur comment ça s'appelle, sur Windows, quand j'ai exécuté sur Windows, mais ça va pas fonctionner quand j'exécute sur mon téléphone, d'accord. Forcément, c'est un chemin qu'il connaît pas, qui n'existe que sur Windows. Donc, il va falloir que je paramètre mon application pour que ça fonctionne sur Android. Donc pour ça, on va mettre par exemple sur le onCreate. Et ici, on va lui mettre que FD connexion. Alors déjà, le FD table. Hop. Le FD connexion, pareil, à false. C'est bien le paramètre. On va remettre les deux. FD connexion.params. Alors on va faire un clear. FD connexion 1. Alors on va se faire un ifdef, comme ça en même temps on va voir si on peut tester notre application sur les deux, ça serait bien. Hein. Ifdef Windows diff. Ok. Et donc ici je vais faire un fd connexion.params.add. On l'a dit, ce que j'ai copié c'était ça. Hop.
OK. Ensuite ici, params.add. OK, ça c'est le même de toute manière, quelle que soit la plateforme. OK, et on va faire un fd connexion.open. OK, là on pourrait par exemple ici se mettre un bouton. On va mettre ça sur notre toolbar, voilà. On va le mettre en align left par exemple. On va se mettre un label ici. Je vais mettre ça. Est-ce qu'il a binding? Je vais mettre ça. Hop. Ça, on va mettre ça en AL Center. Le problème, c'est qu'il va me mettre. On va le mettre en AL Contents. Et je vais me mettre ici. Enter. Juste le mettre en arrière-plan. Voilà. Pour accéder à mon bouton. OK. Et ici, je vais mettre liste. Non. OK, lui, je sais pas, on va lui mettre un dessin, peu importe ce qu'on met de toute manière. Allez, on va mettre ça par exemple. Et on va dire que quand on clique ici, on va faire un fd table.open. OK. Donc déjà, alors logiquement, si je teste ça sur Windows, OK, que je clique ici. Pourquoi il va pas... Quel message il m'a mis? On ne trouve pas la table, non. Si on les reprécise là. Pourquoi il ne trouve pas la table? Non. Je n'ai pas accès à la propriété active. Ah, c'est connected. Ok, on va construire ça.
il est bien connecté. Pourquoi le FD table, il est bien relié à mon composant FD connexion. Je vais en profiter pour mettre à charger le téléphone. Pourquoi il ne va pas trouver ma table nom? Alors ça c'est fort. Ok. Je pense que c'est mon ifdef qui va pas. C'est pas Windows, mais Windows. Non, je crois que c'est MS Windows. Hop. C'est ça, c'est MS Windows, c'est pas Windows. MS Windows, voilà. Le problème, il est de mon ifdef. Ok. Voilà, qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui lui a pas plu là. Ok. Ah, pardon, j'ai oublié du coup. Je l'ai mis directement là. Ça c'est bon, ça c'est bon. Et donc quand je clique, donc j'ai bien ma base de données. Ok.
Jusque-là, ça fonctionne. Maintenant, il va falloir que je mette le chemin dans le cas d'Android, d'accord? Donc, il va tout simplement falloir que je fasse un ifdef Android, d'accord, et que je précise mon chemin. Pour ça, je vais avoir alors, il faut partir de, hop, j'ai oublié, on va retrouver ça. Hop. C'était TPass. Voilà. Pour Android, en fait, pour iOS, ça sera la même chose. Pour la partie mobile, en fait, plus précisément, je vais utiliser le type TPass, d'accord, et je vais faire un getDocumentPass, d'accord. Je passe des lignes pour avoir le slash ou en fonction. Plus le nom tout simplement de ma base de données, d'accord, qui est test.s3db. Ok. Donc ça sera la même chose que je sois sur iOS ou que je sois sur Android. Ça va être le tpass.getDocumentPass, d'accord. Alors après, je vais expliquer où est-ce qu'on tombe exactement, mais en fait, en l'occurrence, on tombe à l'endroit dont on a besoin en fonction de la plateforme, quoi. Ok, donc il y avait la question tout à l'heure, c'était ce matin, s'il fallait utiliser, pour retrouver le chemin, ce qu'il fallait utiliser, ça va être cette fonction-là dès qu'on est en mobile, d'accord, le tpass.getDocumentPass. Maintenant, on est d'accord que si je fais ça, c'est bien beau, mais quand j'exécute mon application, je compile mon application, il transfère mon application, d'accord, mais il ne transfère pas ma base de données. Ok. Il va falloir également qu'avec mon application, je transfère la base de données. Pour ça, on a dans le menu projet une option qui s'appelle déploiement. Alors, sauf que là, je suis en Win32. Je vais remettre en Android. Alors, je pourrais changer là directement. Également, faites attention parce que du coup, ce que vous allez paramétrer sur la partie déploiement va dépendre de la configuration de la plateforme et tout ça. Donc, on va prendre toutes les configurations Android. Okay. Donc ici, on retrouve tout ce qui est déployé avec pour Android, d'accord. Donc tout ça, c'est packagé dans le fichier APK, bien entendu. On retrouve des images qui ont été paramétrées. On avait vu ça, à quel endroit paramétrer ça dans les options du projet. Donc c'est ici, en fait, que je vais pouvoir lui préciser à quel endroit je souhaite déployer ma base de données. Donc pour ça, je vais cliquer ici pour rajouter les fichiers. Je vais tout simplement aller chercher mon fichier test.s3db, d'accord. Vous voyez. Il va se retrouver ici, test.s3db. Et par contre ici, alors je peux, si je veux ici, je peux lui dire que ça concerne que Android. De toute manière, comme je suis que sur la configuration Android, ça ne posera pas de problème. Juste au cas où j'ai défini ça sur toutes les configurations, d'accord. Et du coup, pour pouvoir préciser la plateforme exacte. Et là, je vais devoir lui préciser un chemin. En fait, tout simplement, il va falloir lui préciser le chemin assets, pas point, anti-slash, internal. Alors ça se devine pas, mais en l'occurrence, encore une fois, si vous faites ici, vous cherchez assets. Donc c'est pour ça que c'est toujours important de savoir, de se plonger un peu dans la doc Android, d'accord, parce qu'il y a des choses qu'il faut apprendre également voilà, par rapport à Android. Donc en fait, ils vous apprennent que dans les projets Android, vous avez différents répertoires qui existent et vous avez notamment un sous-répertoire qui s'appelle Assets, d'accord, dans lequel vous allez pouvoir déployer différents fichiers. Et on va voir justement après quel impact ça aurait de déployer. D'accord, donc Assets
anti/internal. Alors il faut savoir en fait que tout ça, si vous ne le savez pas, c'est expliqué dans les docs. Si vous allez ici par exemple, où vous avez un exemple d'une application mobile, que vous descendez, on vous expliquera donc que dans le cas d'Android, il faut bien mettre ça dans Assets internal. Et par contre, dans le cas d'iOS, il va falloir utiliser Startup Documents. D'accord? Donc chacun a ses propres... Ça, c'est les règles iOS, ça, c'est les règles Android. D'accord? L'avantage, c'est que après, quand dans votre code, vous allez faire un Get Document Pass, que vous soyez sur iOS ou sur Android, vous tomberez au bon endroit, en fait. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. OK. Donc, si je fais ça, on est d'accord, j'ai rajouté ma base de données ici, je lui ai dit de la déployer dans le répertoire Assets internal. OK. Et ici, dans le form create, dans le paramètre pour la base de données, au lieu d'aller chercher ça sur C, machin truc bidule, je vais récupérer tpass.getDocumentPass plus le nom de ma base de données. Donc si j'exécute ça sur Android, alors pardon, le tpass, il faut retrouver où est-ce qu'il est défini. Un petit F1 dessus, on va savoir. FMX Object. Ok, on va rajouter ça dans les uses, on va mettre ça là par exemple. Ok. C'est pas le bon tpass en fait. Non, pardon, ça c'est l'objet tpass, ça n'a rien à voir. Donc c'est pas celui-là. On va chercher get document pass, ça ira plus vite. Voilà, système IoUtil. Voilà. Donc si j'exécute ça sur mon téléphone, je ne mets pas le viewer, ça ne va pas servir à grand chose. Donc on est d'accord hein, ici que si je voulais être compatible à iOS aussi, je ferai un udef iOS. Pardon, c'est pas là que je parle. Non, il n'y a pas besoin là en fait. Par contre, il faudrait que je fasse ce code-là pour Android et pour iOS. Et par contre, c'est dans le déploiement ou sur iOS, au niveau de la base de données, je mettrai Startup Document au lieu de Assets internal. Là, il m'a encore planté. Ça m'arrive des fois en debug. On est à la démo 3. Démo 3.
Alors, pourquoi là, pourtant, on voit bien, j'ai bien mon fichier. Mot 3. Qu'est-ce qui lui arrive là? Exact. Décidément, j'ai pas les yeux en face des trous ce matin. Enfin, cet après-midi, on n'est plus le matin. Il manque ici le... Merci à Claude pour l'info. Il manque le database égal. Hein. Si je mets juste le chemin, ça me fait une belle jambe. Ok. On va réexécuter. Là, il a désinstallé l'ancienne. À chaque fois que je réexécute, on avait dit comme ça, il désinstalle l'ancienne et il réinstalle la nouvelle. Bien entendu, il désinstalle et il supprime les fichiers qui sont liés à l'application. Bon, décidément. Qu'est-ce qu'il y va pas? Qu'est-ce qui lui plaît pas, bah ça alors? Alors, on va se mettre un point d'arrêt. Ici, par exemple. On va exécuter en mode debug. Pardon. Allez.
Bon, super. Qu'est-ce qui lui va pas? Parce que lui, il est connecté directement. Ok, c'est mieux, hein. Donc c'était bien ça, parce que lui, il était resté en active, en connected. Donc, si je clique ici, logiquement, voilà, j'ai bien accès à mes enregistrements. D'accord? Donc ça fonctionne bien, on a bien été dans le cas hein, où on a fait un déploiement en fonction de qu'on soit sur Android ou qu'on soit sur ou qu'on soit sur Windows, d'accord? J'ai bien mon paramètre qui est défini dans le cas de Windows et mon paramètre qui est défini dans le cas d'Android. En l'occurrence, ça serait le même dans le cas d'iOS, d'accord? La seule différence dans le cas d'iOS, elle serait ici. Il faudrait que je crée un autre déploiement, d'accord? Il faudrait que je fasse, par exemple, ici, ça, S3DB. Pardon, je suis resté sur la plateforme Android, donc là, on va remettre ça, ok. Et là, il faudrait que j'aille sur périphérique iOS, et ici que je fasse O. On va le retrouver ici. Ici, on pourra lui indiquer que c'est juste pour iOS UI Simulator, s'il veut. Et là, c'est donc Startup slash Documents. Je sais plus, il me semble qu'il y a un S. On va vérifier. Startup Documents, c'est ça. Ok, de cette manière-là, après quand je compile pour iOS, il le déploie comme il faut, d'accord. Quand je le compile pour Android, il va prendre le paramètre qui est ici, donc qui est... Où est ma base? Bizarre ça. Hop. Assets internal. Ok, donc hop là, je me suis trompé là. Assets, c'est pas. Ok, donc j'ai bien mes chemins qui sont pris en fonction, et l'avantage de tout ça, c'est que quand je fais un tpass.getDocumentPass, je vais tomber au bon endroit. Si on regarde en fait un petit peu dans ce qui a été généré ici, on voit que dans le sous-répertoire Android, dans Debug, puisque je suis en mode Debug, dans Demo 3, j'ai bien un sous-répertoire Assets avec un répertoire internal dans lequel j'ai mon fichier S3DB. Ce qui veut dire que tout ça va être packagé dans mon fichier APK. D'accord? Donc on pense bien à... là, je me suis trompé d'ailleurs, il faut un anti-slash à la fin.
à mettre le chemin qui va bien en fonction que ce soit sur iOS. C'est marrant, quand j'en définis un, j'ai l'impression qu'il me zappe le... Top. En fait, c'est là, il faut laisser cocher les deux. Ouais, là, on est bon. Et là, on est bon. Il faut cocher les deux parce que je l'ai défini sur les deux types de plateformes. Si j'en supprime un, après, il me le supprime de l'autre côté, en fait. Ok, donc ça me permet d'avoir mon application packagée avec ma base de données, et on a vu après que l'accès aux bases de données, ça continue de se faire classiquement et habituellement. D'accord ? Je vais regarder vos questions, on va faire une petite pause, et on va continuer de parler de ça, parce qu'on va voir quelques petites particularités. D'accord ? Et après, on finira en créant notre application de gestion de tâches. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Alors, il y avait une question, mais qui date d'un petit moment. Du coup, je ne sais pas sur quoi on était. C'est comment faire la même fonctionnalité pour iOS. Le problème, c'est que je ne sais pas à quel moment, sur quoi on était au moment de la question. Donc, je ne sais pas de quelle fonctionnalité vous parlez. Donc, si la personne pourrait préciser, la question, c'était comment faire la même fonctionnalité pour iOS. Alors, j'ai installé la version entreprise et quand je teste la connexion, il me dit que échec, SQLite 3 DLL non trouvé. Dois-je installer SQLite en parallèle? Oui, tout à fait, il faut installer SQLite sur Windows pour pouvoir s'y connecter. De la même manière que si je veux me connecter à une base de MS SQL, il faudra que j'ai le client MS SQL et ainsi de suite. Donc il faut que j'ai les DLL qui correspondent en fait. Ça c'est pour la partie Windows. Sur la partie Android, on a ce qu'il faut par défaut. Donc, pas de problème. Il y a tellement de composants pour la connexion à la base de données que je n'ai pas compris comment ils fonctionnaient entre eux. Une documentation quelque part sur ce sujet pour éviter d'oublier des compos. Alors, on a le composant FD connexion, c'est le composant de connexion à la base de données. Ensuite, on a le composant FD table, qui peut être un FD query, hein, si on préfère. On a dans FireDAC des FD query aussi, donc qui va être ma requête SQL dans ce cas-là, mon composant FD table. Mon FD table est connecté à mon composant FD connexion. Les deux autres composants qu'il va falloir ajouter, c'est le FD fils, qu'on va retrouver dans FireDAC, pas UI, mais dans... c'est dans... pardon. FireDAC links, voilà. Je vais avoir un composant FD-Fizz pour chaque type de driver. D'accord ? Donc si j'ai du SQLite, il faudra que je précise le FD-Fizz SQLite driver. Si c'est de l'interbase, il faudra que je précise FD-Fizz IB driver link. Et ensuite le composant FD-GUX Wait Cursor. D'accord ? Que je vais retrouver dans FireDAC UI, qui est ici. FDGUX Wait Cursor. Sachant que ces deux composants-là, si je ne les mets pas de toute manière, j'aurai un message d'erreur qui me dira exactement quel composant rajouter. Ces deux composants de la même, en fait, sont juste là pour rajouter dans les uses les unités qui vont bien, UXWait et ainsi de suite, FireDAC, Fizz, SQLite. À la rigueur, si je rajoute ça dans les uses, j'ai pas besoin des composants. C'est juste pour avoir l'unité qui correspond au driver et voilà. Ensuite, les composants qui sont là, ça c'est les composants qui sont générés automatiquement par live binding, quand j'ai fait ma liaison avec les live binding. Ok. Faut pas copier la table sur le tel, donc c'était, je pense, avant qu'on déploie justement la base de données. Ok. J'ai loupé pourquoi ça marchait pas sur le téléphone, donc c'était lui hein, qui était en connected à true, du coup. Il voulait s'y connecter avant qu'il y ait l'événement onCreate qui soit exécuté. Et du coup qu'on fasse le close qui est ici. Du coup c'est ça qui lui posait problème. Mais cela veut dire que l'on écrase systématiquement la base de données sur le portable. Alors non, on verra justement.
on verra comment ça se passe en fait par rapport à ça, justement. Tout à l'heure, on va en reparler. Et si l'utilisateur vient modifier sa base, on va en reparler après, justement, puisqu'on va voir dans l'application de gestion de tâches, forcément, on va faire de la suppression, de la modification. Le déploiement de la base est-il vrai aussi pour les images? Alors oui, tout à fait, c'est vrai. D'accord. Donc si on se remet ici sur Android, rien ne m'empêche de rajouter un fichier image, d'aller le mettre dans Assets Internal. On va reparler des répertoires, justement, parce qu'on va voir après qu'on peut créer des sous-répertoires, ainsi de suite. Quoi. On va reparler plus précisément de ces répertoires. On va se connecter au téléphone pour en ligne de commande pour voir où sont les fichiers, à quel endroit ils sont exactement, parce qu'en fait, Assets Internal, on est d'accord que c'est au sein de l'APK, mais on verra qu'en fait les fichiers ne restent pas au sein de l'APK. En fait. Donc on va reparler de ça après justement. D'autres questions? Non? Ok. Si, une autre question. Pour la gestion d'un menu... non, pardon, il y a une autre question d'abord avant. Rien à voir. Dans l'épisode 2, vous aviez parlé de regarder item apparence en custom. Avez-vous eu le temps d'y jeter un œil? Donc non, j'ai commencé, mais j'ai pas fini. Et de toute manière, on en reparle. Quand j'aurai bien tout regardé, j'essaierai ça d'inclure dans un épisode. Si c'est pas dans un épisode, je ferai un document ou quelque chose comme ça. Mais j'ai commencé à regarder, mais sincèrement, j'ai pas eu le temps de tout regarder encore. Pour la gestion d'un menu réalisé par une listbox, vous conseillez de la gérer en base de données ou autrement? Bon, en fait, c'est plus une question de... alors, qu'est-ce que vous appelez un menu, en fait, déjà? Parce que c'est quelque chose... Si c'est quelque chose qui ne change pas, rien n'empêche de le mettre en dur dans l'application. Après, c'est des choses qui doivent changer. Je ne sais pas ce que vous entendez par menu, en fait. Pour faire appel à d'autres formes. Dans ce cas-là, moi, je ferai pas. J'utiliserai une listbox qui peut être intéressant. Hop. On va fermer ça. On viendra après cette application de toute manière. Hop. Ce qui peut être intéressant, on va utiliser une listbox. On va la mettre en aligne avec le client. Et on va rajouter des éléments. Ce qui est bien dans les éléments, c'est qu'on peut rajouter différents types d'éléments. Et on va avoir des groupes leaders, par exemple, des groupes leaders et des items. Donc je pourrais très bien avoir, par exemple, un groupe leader ici. OK. Avoir 1, 2, 3, 4. Hop. Un groupe leader. Et 1, 2, 3. OK. Et donc là, il faut juste se retrouver. Alors, c'était... Attends, des fois du thème style. C'est là. Group kind en grouped. D'accord. Et par contre, après, ce qui est intéressant, c'est de faire les styles. Non, c'est pas dans les styles. Dans style lookup. Transparent listbox. Par contre, là, c'est pas comme je voulais. Il me manque quelque chose là. C'est ça que je
c'est que c'était déjà. Hop. Voilà, c'est ça. C'est pour la partie iPhone, par exemple. Sur Android, ça rend moins, en fait. Mais sur iOS, on se rend plus compte. Voilà, type, ça peut permettre de faire ce genre de menu, ou même pour des paramétrages, en fait. On a déjà vu ce genre de choses pour des paramétrages. Rien ne m'empêche voilà, d'avoir mes différents paramétrages et puis voilà, avec les groupes qui vont les définir. Par contre, il faut bien penser à mettre la liste box en transparente parce que sinon, hop, si je la laisse en standard, voilà, ça fait comme ça et c'est pas terrible, quoi. Donc, il faut la mettre en transparente pour avoir ça. Donc, si c'est que des menus, j'ai une liste de menus qui bouge pas, qui est toujours fixe, j'ai pas forcément besoin d'avoir une base de données. Hein, elle m'empêche de définir mes différents éléments et voilà, hein, elle m'empêche ici de définir. Hop. Voilà, de prendre chaque, pardon. Hop. Aller sur chaque élément et de mettre, hein, voilà, menu 1, menu 2, et ainsi de suite, quoi, voilà. Je pense que si c'est juste quelques éléments et qui bougent jamais, je les définirai en dur une bonne fois pour toutes, et puis voilà, quoi. D'accord. Et je pense que la base de données, ça devient intéressant dès que vraiment on a beaucoup de données. Après, pour ce qui est des données, quand on commence à vraiment avoir beaucoup de données, je vous conseillerais, la listbox, elle est bien, mais elle devient moins performante dès qu'il y a beaucoup de données. Si vraiment vous avez beaucoup de données, je vous conseillerais de passer sur la list view, hein, qu'on avait vu la dernière fois. Ok, d'autres questions? On fait une petite pause? Pause café, pause pipi. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.